Région sur France3.fr. Bonsoir à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 3 Alpes. Il est presque 19h, l'heure de retrouver toute l'actualité en Isère et dans les Deux-Savoie. Au sommaire, ce soir, des victimes de l'amiante rassemblées devant le tribunal de Vienne en Isère, alors que 17 dossiers étaient examinés à partir d'aujourd'hui par la justice. Les manifestants réclament une accélération des procédures et contestent aussi la baisse des indemnités qui leur étaient versées jusqu'alors. Autre manifestation à Grenoble, celle des habitants des communes desservies par la route départementale 1091 qui dénoncent leur situation devenue dramatique. Cet axe qui relie par le grand tunnel du Chambon l'Isère aux Hautes-Alpes est fermé depuis plus de 40 jours maintenant en raison d'un risque d'effondrement. Nous en parlerons avec Éric Rulfo, membre du collectif du Chambon. Il est l'invité du Journal des Alpes. Et puis une belle rencontre entre des collégiens de Bourgoin-Jallieu en Isère et les stars américaines de l'Asvel, le club de basket de Villeurbanne. Une rencontre pour clore leur année de travail en section internationale américaine sur cette discipline reine outre-Atlantique. Et puis tout de suite après notre journal, votre édition nationale avec ce soir la cité de Palmyre en Syrie aux mains du groupe État islamique. Ce site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l'humanité pourrait subir le même sort que d'autres vestiges antiques en Irak. L'UNESCO s'inquiète et lance un appel pour protéger ces ruines antiques. Et puis utiliser sa carte bleue sans aucune restriction. Le gouvernement veut forcer les banques à supprimer les frais importants en dessous de 15 €. De nouvelles règles qui vont bénéficier aux commerçants de quartier. Mais d'abord, retour dans les Alpes avec cette terrible découverte en Savoie. Le corps sans vie d'un homme a en effet été retrouvé tôt ce matin dans le parc du Vernet, situé au centre-ville de Chambéry. Un périmètre de sécurité a tout de suite été mis en place par la police pour procéder aux premières investigations. La victime a été identifiée. Il s'agit d'un homme qui habitait un foyer de Saint-Alban-l'Est, âgé d'une cinquantaine d'années. Ce sont 2 agents municipaux en charge de l'entretien qui l'ont découvert. Écoutez l'adjoint au maire de Chambéry en charge de la sécurité publique, interrogé par Sarah Nabli et Frédéric Pasquette. L'un des deux a fait du secourisme et a donc a prévenu le SAMU. Par téléphone, il le guidait dans sa façon de prendre en charge le corps. Mais quand il a soulevé le maillot, il a vu que le corps était lardé de coups de couteau et qu'en fait, la personne, il n'y avait plus grand-chose à faire. En Isère, le tribunal de Vienne examine à partir d'aujourd'hui 17 dossiers de victimes de l'amiante. Une occasion pour l'association de défense de ces victimes justement de manifester devant le bâtiment pour réclamer une accélération des procédures et contester aussi la baisse des indemnités qui leur étaient versées jusqu'alors. Reportage et explication de Céline Serrano et Dominique Bourget. Il est de plus en plus difficile pour les salariés victimes de l'amiante d'obtenir réparation pour ces maladies professionnelles qui les condamnent à une mort prématurée, souvent même avant la fin de l'instruction de leur dossier. Complexes et éprouvantes, les procédures peuvent durer jusqu'à 7 ans. Et ce qui est long, c'est d'attendre les résultats, savoir ce qui va se passer, si on va être indemnisé, si la faute va être reconnue, la faute inexcusable va être reconnue. Et ça, c'est ça le plus important. Après, pour moi, ce qui est la primeur, c'est surtout la santé. Aujourd'hui, 11 des 17 salariés de la plateforme chimique de Roussillon, dont les dossiers étaient examinés, sont déjà décédés. On comptabilise plus de 100 morts dues à l'amiante sur ce site industriel depuis 2001. L'association de défense des victimes a soutenu à ce jour plus de 250 dossiers. Et de plus en plus, les employeurs jouent la montre, multiplient les demandes d'expertise médicale et cherchent à éviter de payer pour leurs fautes. On voit que l'argument des employeurs de manière nationale a tout à fait dévié, c'est-à-dire qu'on reconnaît un petit peu sa faute, mais on va essayer de minimiser au niveau des souffrances pour avoir des indemnisations à la baisse. Et on va essayer en effet de remettre en cause le caractère professionnel ou alors de plaider contre la caisse primaire d'assurance maladie en indiquant que les obligations à sa charge n'ayant pas été respectées, l'employeur n'aura pas à payer, mais c'est à la sécurité sociale de payer les indemnités. Interdite à la production en France depuis 1997, l'amiante reste présente dans les sols et toitures de nombreux bâtiments publics et pourrait désormais causer des maladies non pas professionnelles mais environnementales. Nous, ce que nous demandons, c'est que vraiment l'État se pose le problème de comment on peut organiser un service national de l'éradication de l'amiante. On veut en faire une cause nationale. Nous, ce que nous voudrions, c'est que dans les 3 à 4 ans à venir,
on se pose vraiment le problème d'éliminer l'amiante partout où il se trouve. L'Institut national de veille sanitaire prévoit 100 000 nouveaux décès dus à l'amiante d'ici 2030. Les infirmiers anesthésistes étaient en grève. Aujourd'hui, un mouvement national auquel ont participé dans les Alpes une cinquantaine de blouses blanches venues d'Isère et de Savoie. Les manifestants se sont rassemblés sur le parvis du CHU de Grenoble pour demander plus de reconnaissance de leur métier. Reportage de Claire Schaffner et Vincent Abran. Ils veulent faire parler d'eux. Les infirmiers anesthésistes se sont rassemblés devant le CHU de Grenoble ce matin. Ils réclament plus de valorisation auprès du public et du personnel hospitalier et surtout la reconnaissance de la pénibilité de leur travail. Et on travaille donc toute la journée dans des blocs opératoires en horaire dérogatoire, c'est-à-dire de jour comme de nuit, en 10 heures et en 12 heures, pour certains encore en garde de 24 heures. Donc voilà, travailler toute une journée dans un bloc opératoire, c'est nous qui endormons les patients, qui les surveillons en cours d'anesthésie, qui les réveillons. Nous demandons d'une part la reconnaissance de la pénibilité, d'autre part la revalorisation de notre grille salariale, y compris pour les gens du privé, puisque leur grille n'est pas reconnue, et une grille qui ne soit pas linéaire, puisque par exemple en fin de carrière, on peut rester absolument 20 ans au même salaire. Les infirmiers anesthésistes ont un diplôme niveau Bac+5, comme les psychologues et les sages-femmes. Mais en fin de carrière, ils gagnent 800 à 1000 € de moins que ces deux métiers. Autre mouvement toujours en Isère, teinté de colère, celui du collectif du Chambon. Depuis le 10 avril, vous le savez, en raison d'un risque d'effondrement, le grand tunnel du Chambon est fermé à la circulation dans les deux sens. L'Isère et les Hautes-Alpes ne sont donc plus reliés. Une situation dramatique pour les habitants qui se retrouvent isolés du reste du monde. Avant d'en parler avec l'un de mon invité, Éric Rulfo, membre du collectif du Chambon, voyez ce reportage de Claire Schaffner et Vincent Abran. Ils viennent de La Grave, à 80 km de Grenoble, et d'autres villages d'Isère et des Hautes-Alpes. Il leur a fallu au moins 2h30 pour venir manifester. Et pour cause, le tunnel du Chambon, l'accès le plus direct entre les deux départements, est fermé depuis le 10 avril. La vie quotidienne est devenue beaucoup plus compliquée. Les gens de La Grave qui ont des soins lourds, qui descendent sur Grenoble, on ne les rembourse plus par la sécurité sociale parce que ça fait plus de 150 km, parce qu'ils sont obligés de passer par Gap, entre autres. Pour le service de soins à domicile, les personnes, elles sont obligées de prendre le transport fluvial qui les retarde énormément dans leur tournée. Elles arrivent à domicile chez une personne à 11h30 pour les lever. C'est vraiment pas décent. Ce tunnel était en service depuis 1935. Il fait 750 mètres de long. Mais le pan de la montagne qu'il traverse bouge. Une grosse fissure est apparue au printemps et l'ouvrage menace de s'effondrer. Le tunnel a dû être fermé d'urgence en attendant des travaux. 2500 véhicules circulaient chaque jour sur cette route. En plus des difficultés quotidiennes pour les habitants, s'ajoutent des inquiétudes économiques. Les villages sont désertés par les touristes. Moi j'ai moi-même des gîtes et donc c'est une perte sèche si les clients ne viendront pas. Il y a un hôtel qui a déjà dû annuler beaucoup de réservations du fait que les gens ne peuvent pas passer la route. Si on s'en tient aux promesses que nous font nos élus, une rouverture au 10 juillet, eh ben, on va dire que le mal qui est déjà fait ne sera pas aussi catastrophique que ça. Maintenant, on est tous très très inquiets, compte tenu de la teneur des travaux qui sont à réaliser, que ce tunnel puisse rouvrir le 10 juillet. À quelques semaines du début de la haute saison, les habitants et les élus locaux exigent une solution rapide, l'installation d'un pont flottant en attendant la réouverture du tunnel. Et nous retrouvons sur le plateau du Journal des Alpes Éric Rulfo. Bonsoir. Vous faites partie du collectif du Chambon. Vous en êtes à l'origine. Vous manifestiez cet après-midi à Grenoble, on l'a vu dans ce reportage. Alors cette manifestation, elle arrive un peu plus de 40 jours après la fermeture de ce tunnel. Pourquoi? Parce que ça suffit, vraiment, on est allé au bout. Voilà, tout à fait. C'est un ras-le-bol. Ça fait quand même plus d'un mois qu'on nous balade avec, par rapport à ce tunnel. On était sur une ouverture le 15 juin, on est sur une ouverture le 10 juillet. On est toujours un peu balancé à droite, à gauche. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un ras-le-bol général. On est dans une situation qui ne peut plus durer pour tout le monde. Parce que ces perspectives, 15 juin, puis mi-juillet, elles sont là, mais en même temps, pendant ce temps-là, la vie continue et s'organise tant bien que mal. C'est ça, ça devient difficile finalement. Ah, la vie est très difficile. Hein. Pour venir à Grenoble, en temps normal, il nous faut 1h15. Maintenant, en passant par Gap ou par Fréjus, on rajoute 3 heures de route. Donc c'est totalement inadmissible. Quand il y a des personnes âgées qui doivent descendre dans les hôpitaux, comment on fait? Parce que le système de barge, c'est quand même un système qui est quand même pas très adapté pour ces personnes-là, les personnes qui ont des enfants. Voilà, comment on fait? Et le touriste ne peut pas passer par là non plus, c'est pas possible.
Donc c'est toute la vie effectivement qui s'en trouve impactée, mais c'est aussi toute l'économie locale, on l'a entendu, hein, c'est-à-dire des gîtes qui se retrouvent vides. 25 000 véhicules par jour, plus un aujourd'hui. Voilà, le problème c'est ça, c'est qu'on n'a plus de véhicules, on n'a plus de passages, on n'a plus de clients. Donc c'est quand même une vallée qui est basée principalement sur le tourisme. Donc aujourd'hui, plus de touristes, donc c'est très très dur pour tout le monde. Et on se pose la question de comment on va faire pour vivre, pour arriver jusqu'au 10 juillet. Si la route réouvre le 10 juillet. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est cette date que vous avez là, mais on n'y croit pas forcément. En tout cas, les manifestants qu'on a vus dans ce reportage restent prudents. Peut-être que ça peut encore s'allonger. On reste très prudent sur la date, hein, parce qu'on nous avait fait une promesse pareille sur le 15 juin, le 10 juillet. Donc certes, il y a peut-être des complications au niveau des travaux, mais on a vraiment beaucoup de mal à croire pour le 10 juillet. Il y a cet isolement qui est compliqué. Ce que vous dénoncez aussi, c'est le silence de l'État, la lenteur administrative. Ce sont vos mots. C'est-à-dire où il n'y a pas de réponse claire en face. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait rien de vraiment concret. On nous baladait, c'est encore une fois un nouveau terme. Aujourd'hui, on a eu une réunion donc, avec le préfet à Grenoble. Donc il y a des choses un peu plus concrètes, sans être concrètes. Disons que voilà, on avait demandé, nous, la mise en place d'un pont flottant. Cette demande n'est pas possible par l'armée. Cependant, il y a une autre société française qui est apte à faire ce genre de structure. Donc on attend la réponse maintenant au niveau du préfet, de savoir si c'est faisable ou pas faisable. Mais dans tous les cas, si ça venait à être faisable, ça ne pourra pas se faire avant le 10 juillet. Ce pont flottant, ça serait vraiment la solution, pouvoir faire au moins arriver les touristes, reprendre la vie? C'est la seule solution, parce que dans tous les cas, s'il n'y a pas de tunnel, c'est l'axe quand même principal, c'est la route Napoléon, c'était quand même une route nationale. Aujourd'hui, c'est le seul axe quand même qui relie toute la vallée de la Glisane, la vallée du canton de la Meige, la vallée de Bourdoisin, c'est quand même une route qui démarre de Visil jusqu'à Briançon. Alors ce collectif, il rassemble effectivement des habitants, il y a aussi des saisonniers, des élus, tous ensemble derrière cette bannière. Est-ce que c'est ça aussi qui permet d'avoir des avancées, qui donne corps à votre mouvement finalement? C'est vrai que ça nous a... Combien? Alors cet après-midi, on était à peu près 350, donc tout le monde n'a pas pu venir justement par rapport aux routes, parce qu'il faut savoir que le Galibier était fermé hier soir, donc nous devions également passer par le Galibier, c'était fermé. Du côté de Gap, la route était également fermée, donc c'était très compliqué déjà de venir à Grenoble aujourd'hui. Donc il y en a qui sont passés par Fréjus, il y en a qui ont pris le bateau. Donc par contre, c'est vrai qu'on est vraiment soutenu au niveau des élus, par rapport aux élus de nos communes. Donc on espère qu'on va avoir plus de soutien maintenant. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Éric Rulfo. Je rappelle que vous faites partie du collectif du Chambon. Merci beaucoup. Dans l'actualité, il y a aussi en Isère cet incendie dans une entreprise de recyclage de Salès-sur-Sanne. Le feu se serait déclaré en début d'après-midi dans une benne à papier ou à bois de la société et se serait rapidement propagé sur une distance de 500 mètres en raison de fortes rafales de vent. Des rafales de vent qui ont rendu délicat le travail des sapeurs-pompiers engagés. 3 occupants d'une maison attenante ont dû être évacués et la ligne SNCF de fret nord-sud interrompue le temps de l'intervention. Tout autre chose à présent, vous l'avez peut-être déjà aperçu au bord d'un lac, ce pavillon bleu symbole d'une eau de baignade de qualité. Comme chaque année, à l'approche de l'été, le label a été décerné et en Savoie, il va flotter à Mâcon-la-Plagne et Grésy-sur-Isère. La commune l'obtient d'ailleurs pour la 3e année consécutive. Reportage de Sarah Nabli et Didier Alban. Ils profitent de leur dernier moment de tranquillité avant l'arrivée des baigneurs estivaux. Car le lac de Grésy-sur-Isère est un petit paradis pour tout le monde, une eau de qualité et un écrin de verdure. Au démarrage, c'était un lac de pêche. Puis ensuite, donc, il y a eu la volonté de créer un lieu de baignade, mais un lieu de baignade gratuit pour permettre aux familles qui habitent le secteur de pouvoir venir quand elles ne peuvent pas partir en vacances et disposer l'été d'un lieu de baignade. Pour mettre en avant ce patrimoine naturel, la communauté de communes a monté un dossier pour obtenir le pavillon bleu. Depuis 3 ans, leurs efforts en matière écologique sont récompensés. Tout d'abord, nous avons sur ce site des toilettes sèches, ce qui fait qu'il n'y a pas d'assainissement, donc pas de rejet dans la nature. Nous avons ensuite une démarche de tri sélectif sur le site avec des poubelles qui sont mises à disposition de tri sélectif. Les maîtres nageurs également l'été incitent les gens à faire du tri sélectif. Un label pavillon bleu qui reste payant, 800 € par an, mais un gage de qualité. En Savoie, Mâcon-la-Plagne a aussi reçu le fameux pavillon pour la 4e fois.
Ce jeudi 21 mai, il y a aussi de l'économie au menu du Journal des Alpes de l'économie avec Jean-Christophe Solari. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Marie. Direction tout d'abord Roussillon en Isère avec l'inauguration d'un site, le site Excel. Effectivement, nous vous en parlions déjà en septembre dernier. Voici que l'arrivée donc du géant américain Excel se précise avec de belles annonces aujourd'hui pour l'emploi. Ce matin, c'est donc tenu l'inauguration officielle du site sur la plateforme chimique Osiris à Roussillon, une usine de fabrication de fibres de carbone. Le carbone, c'est ce matériau principal de l'avion A350, l'avion dernier né d'Airbus. Voyez tout de suite le reportage de Céline Aubert et Franck Serroni. En guise de première pierre, un drapeau planté dans un champ, symbole d'une terre conquise. Ici même, dans quelques mois, se tiendra le site de production du géant américain Excel, avec 120 emplois à la clé. Toute la partie sécurité, nous avons commencé à recruter, déjà nos premiers emplois sont déjà arrivés. Depuis, on a 2 personnes déjà qui ont été employées sur une nouvelle société qui s'appelle Excel Fibers et qui sont déjà chez nous en place sur la plateforme Osiris aujourd'hui. Excel, le leader mondial des matières composites. Pour Roussillon, l'enjeu est énorme. 15 hectares dédiés à la production et 200 millions d'euros d'investissement. Un marché considérable, celui de l'aéronautique, pas moins de 5 millions de dollars par appareil. Le moteur, les ailes, le fuselage, le dernier né d'Airbus, la 350, est fait pour moitié de fibres de carbone. On va produire dans quelques années plus de 100 avions à 350 par an. Donc c'est un volume de fibres de carbone énorme et donc avoir un seul point de production, c'est jamais très confortable. Nous en aurons 2 et ce sera une réduction des risques de production de l'avion. Donc c'est une bonne nouvelle pour Airbus. Après les États-Unis, Roussillon sera le 2e site de production au monde. Cette implantation renforce aussi la présence d'Excel en Rhône-Alpes. Tout est lié. Aux Avenières et à Dagneux sera transformée la fibre de carbone produite sur la plateforme chimique roussillonnaise. Excel a mis en concurrence 60 sites en Europe avant de choisir Roussillon en Isère. Pourquoi le choix de Roussillon en Isère? Pour plusieurs raisons. D'abord, un emplacement stratégique dans la vallée du Rhône, des qualités reconnues en termes d'infrastructures, de bassins d'emploi, de main-d'œuvre qualifiée, une bonne formation des salariés. À Roussillon, les travaux devraient débuter à la fin de l'été. Excel a aussi annoncé un investissement supplémentaire de 20 millions d'euros sur les sites rhône-alpins. Dans le viseur, une filière complète du carbone, unique en Europe. Et en marge de cette inauguration à Roussillon, la CGT, syndicat majoritaire sur la plateforme chimique, manifestait à un cortège place de la République, non pas pour s'opposer à l'implantation du géant américain, mais pour marquer sa présence et interpeller surtout André Valigny en tant que représentant de l'État sur les méfaits de l'austérité. On écoute André Demange, responsable CGT. On trouve d'ailleurs très amusant qu'aujourd'hui les politiques essayent de se mettre en avant par rapport à cet investissement, parce qu'à notre avis, c'est d'abord aux salariés qu'on doit cet investissement et à personne d'autre. C'est eux qui créent l'attractivité de la plateforme chimique, c'est pas les politiques. Donc si on est là aujourd'hui, c'est avant tout pour s'adresser aux représentants du gouvernement qui s'est déplacé pour l'occasion, pour lui dire qu'on est tout à fait favorable à l'investissement, mais qu'on est contre la politique d'austérité du gouvernement. Changement de décor, Jean-Christophe, et ça va mal pour le constructeur de dameuses Astec. Effectivement, une annonce est parue récemment dans la presse économique. Astec, qui est l'unique constructeur français de dameuses, recherche des candidats à la reprise. Le fabricant regroupe plus de 20 salariés sur ses sites de Chamonix et de Crolles, où sont ses ateliers. Il semble être au plus mal financièrement puisque son sort a été confié à un administrateur judiciaire. Il faut dire que l'industrie du ski est bousculée ces derniers temps par la crise ukrainienne. Les projets de création de stations dans le Caucase par Vladimir Poutine sont en effet en suspens. Et puis de son côté, Sigma signe une belle réalisation. Effectivement, Marie, une superbe cabine appelée Symphonie. Elle a été présentée lors du salon d'Innsbruck, le salon interalpin, et elle a été conçue en collaboration avec le designer italien Pininfarina. Pininfarina, c'est le concepteur de génie qui a travaillé sur les lignes des Ferrari, des Maserati et autres grands constructeurs automobiles. Sigma, filiale du groupe Poma, a là un nouvel bel argument à l'export.
Et puis enfin, on en a tous un. Opinel fête son anniversaire. Effectivement, 125 ans, ça se fête, Marie. Et c'est aujourd'hui à Paris dans un bar-restaurant Select. Et c'est donc en 1890 que Joseph Opinel a créé son petit couteau de poche dans l'atelier de taillandier de son Pierre. C'était à Albier-le-Vieux en Savoie. L'usine est aujourd'hui basée à Chambéry. La marque innove constamment. Son chiffre d'affaires approche maintenant les 19 millions d'euros. Et aujourd'hui, elle organise un concours pour associer le public à cette fête. Dessiner le manche de son couteau anniversaire. Vous avez donc jusqu'à la fin du mois pour envoyer vos créations. Le couteau sera édité à 12 500 exemplaires. Merci beaucoup Jean-Christophe. Et puis jeudi prochain. Oui, à jeudi prochain, Marie. On poursuit avec ces 14 lycéens grenoblois qui préparent leur départ cet été pour le Burkina Faso, direction le village de Zorgo, à l'est de la capitale. Et cela pour électrifier toute une école. Un projet financé, le premier prix d'un concours organisé par GDF Suez qu'ils ont remporté. Plus de détails à découvrir, vous le voyez sur notre site internet alpes.france3.fr. Et puis une autre initiative, un joli moment pour les élèves du collège Saint-Michel de Bourgoin-Jallieu en Isère, en section internationale américaine. Ils ont travaillé durant toute l'année sur l'origine du basket et l'importance de cette discipline outre-Atlantique. En récompense, cet après-midi, ils ont rencontré et même joué avec les stars américaines de l'Asvel, le club de Villeurbanne. Benjamin Métral et Jean-Éric Gay les ont suivis. C'est l'âge où une simple rencontre peut changer une vie, où un petit coup de pouce du destin peut redonner du cœur à l'ouvrage. Dans les coulisses de l'Astrobal, 21 paires d'yeux qui n'attendaient que David Lighty et Trenton Mitcham, deux des stars américaines de l'Asvel. What advice would you give to someone starting basketball? Someone starting basketball? Have fun. Le petit jeu des questions-réponses va durer un peu plus d'une demi-heure avec des élèves bien plus loquaces qu'en salle de cours. Do you have a player that you really admire, a model? I played against Michael Jordan. C'est comme un rêve parce que d'habitude je les vois dans les gradins et là je les vois en vrai devant moi, c'est vraiment super. Pour un cours d'anglais, c'est pas mal. C'est même mieux que pas mal, c'est énorme. On a appris que par exemple si on commence à jouer, il faut surtout s'amuser, il faut donner du meilleur de soi-même. Et il faut pas prendre trop le sport au sérieux. Capturée par les professeurs, la rencontre donnera lieu à un film sur lequel ces élèves travailleront jusqu'à la fin de l'année, in English, of course. Je crois que là où on a gagné, c'est que nos élèves n'ont pas l'impression de travailler. Et ils en font certainement plus que d'ouvrir un livre d'anglais. Donc je crois que oui, c'est une nouvelle façon de travailler. Et regardez-les, je crois qu'on ne se trompe pas. Quand j'avais leur âge, j'ai rencontré tous les joueurs de NBA lors d'un All-Star Game. Michael Jordan, Scottie Pippen, Shaquille O'Neal. Alors, quand je vois leurs yeux qui brillent, je les comprends. Ultime cadeau de l'Asvel à ses collégiens, un entraînement de leurs idoles, rien que pour eux. De quoi faire remonter la moyenne d'au moins 3 points. On reste dans le sport avec en Ligue 1 de football. Quelques jours seulement après leur relégation en division inférieure, les Roses d'Évian Thonon-Gaillard qui se préparent pour leur dernier match de championnat. Dernier match et dernière conférence de presse aussi des Hauts-Savoyards qui dressent avec tristesse, vous allez le voir, le bilan de leur saison passée. Reportage de Florine Eba et Marie Chambrial. Un banal entraînement de début de saison alors que l'équipe avait encore de l'espoir. C'était en septembre après 4 journées d'un championnat déjà chaotique pour ETG. Prémonitoire, il faut le croire. Quand tu vois le championnat, on commence avec 1 point sur, je sais pas, 5 ou 6 matchs. Et là, on a très mal démarré et on a couru derrière ces résultats, derrière, pour rattraper ce vide. Et à chaque fois, on revenait. Mais derrière, après, il y avait une rechute. C'est comme si on payait les pots cassés. Modou Sougou ne sera sans doute plus là pour voir l'ampleur des dégâts. Prêté par Marseille, il n'aura passé que 2 saisons au club. Une belle expérience, mais pas de happy end. Là, j'ai 10 ans de carrière. J'ai fait le Portugal, j'ai fait la Roumanie, j'ai fait la France. Mais sur le plan humain, ce que j'ai vécu ici, pour moi, c'est ma meilleure période sur le plan humain. Mais sur le plan sportif, ça reste un échec parce qu'il y a cette relégation au bout qui gâche tout. Même si le groupe de Pascal Duprat a déjà fait ses adieux au public, à cet instant, la saison n'est pas terminée. Et après 4 ans dans l'élite du foot français, la sentence est rude pour les joueurs. Ils sont tous meurtris parce qu'ils ont également échoué, mais qu'ils sont revenus à l'entraînement avec beaucoup d'enthousiasme. Donc on va à Caen pour faire un résultat et pour
baisser le rideau de la Ligue 1 pour cet exercice-là. 38e et dernière journée du championnat samedi prochain. Evian Thonon-Gaillard connaîtra sans doute son unique rencontre sans aucune pression cette saison. Un ultime match contre Caen qu'il avait remporté 3-0 au match aller. Cette fois-ci, c'est l'occasion ou jamais de se lâcher pour ETG. Voilà, et puis encore une info sport, mais en handball, cette fois-ci une belle affiche ce soir qui oppose deux rivaux historiques. Chambéry reçoit en effet Montpellier à 20h45 sur le parquet du Phare. Grosse ambition des deux côtés, la Ligue des Champions pour les Savoyards, l'Europe. Il faut pour cela accrocher la 4e place et elle est à seulement 1 point. En face, c'est le titre de D1 que visent les Montpelliérains. Ça promet d'être animé. Reportage complet évidemment à découvrir demain dans notre prochaine édition. Ce sera à 12h. Et puis avant de nous quitter, ce rappel des victimes de l'amiante étaient rassemblées ce matin devant le tribunal de Vienne en Isère, alors que 17 dossiers étaient examinés à partir d'aujourd'hui par la justice. Les manifestants réclament une accélération des procédures et contestent aussi la baisse des indemnités qui leur étaient versées jusqu'alors. C'est la fin de ce journal des Alpes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site internet alpes.france3.fr, sur vos tablettes et smartphones également avec notre application France 3 Régions. Prochain rendez-vous avec l'info en deuxième partie de soirée avec le Soir 3. Demain midi, c'est Pauline Allo que vous retrouvez. Moi, je vous retrouve pour ma part demain soir. D'ici là, très bonne soirée à tous dans les Alpes et à demain.